Donc l'étude qu'on va vous présenter et en particulier l'outil d'aide à la décision Optimise. Donc on va vous faire une petite présentation en duo avec mon collègue Jean-Christophe Crachereau. Cette étude, elle a démarré en 2011. L'objectif initial, il était d'acquérir des références sur les phénomènes de clarification, mais également sur les techniques. C'est une étude qui comportait 2 volets. Tout d'abord une étude des pratiques depuis la fin des vinifications jusqu'à la filtration de clarification, qui a été faite sur site en conditions réelles. Et une deuxième partie, un deuxième volet qui a consisté en des essais ponctuels, avec notamment des bancs d'essais de filtres sur site, avec des filtres innovants ou relativement récents, des essais de techniques ou de produits de clarification, et également un banc d'essais de plaques de clarification. Donc l'idée de la présentation, ça va être de vous donner un aperçu des principaux résultats de l'étude, qui nous a mené en fait à développer l'outil d'aide à la décision. Et donc, voilà. Donc moi je vais vous présenter en premier ces principaux résultats et mon collègue prendra la suite pour vous faire une petite mise en situation concrète. Donc en premier, le suivi sur site des différents lots de vin nous a amené à un premier résultat que nous illustrent ces graphiques. Donc, tout d'abord, sur le premier graphique donc de gauche, on observe bien qu'en fonction du temps, sur l'abscisse vous avez les différents prélèvements qui ont été réalisés à 1 mois d'intervalle. Donc on se rend compte que la turbidité a bien diminué, qu'il y a bien une chute de turbidité au cours du temps. Et ensuite, vous voyez les différentes couleurs qui représentent les prélèvements en haut, au milieu et en bas de la cuve qui ont été réalisés à chaque prélèvement. Et on se rend compte que finalement, ces prélèvements à 3 niveaux, ils ne permettent pas de mettre en évidence un gradient, la formation d'un gradient de turbidité dans la cuve. Donc ce résultat, il nous montre 2 choses. La première, c'est que si on n'observe pas de gradient, c'est qu'il doit exister un phénomène un petit peu plus complexe que la seule sédimentation classique que l'on connaît. Et la seconde, c'est un aspect un petit peu plus pratique qui est assez intéressant, c'est qu'entre 2 prélèvements distants dans le temps, il n'y a pas forcément nécessité d'une précision importante dans la hauteur du prélèvement. Voilà. Donc le second graphique que je vous présente et que vous pouvez voir, il illustre sans doute l'un des résultats les plus importants de l'étude et celui qui a permis de structurer l'outil d'aide à la décision Optimise. Donc il représente sur les différents lots de vin le lien entre la turbidité que vous avez en abscisse et le coefficient de colmatage que vous avez en ordonnée, qui représente en fait coefficient de colmatage, que je vous l'introduise un tout petit peu, c'est aussi en fait c'est un paramètre de mesure ou une mesure de la filtrabilité. Donc juste pour vous représenter un petit peu, plus ce coefficient de colmatage va être faible, plus la filtrabilité du vin va être meilleure, va être bonne. Donc du coup, ce graphique qui représente, d'après les mesures de turbidité et de filtrabilité réalisées en laboratoire, le lien entre cette turbidité et cette filtrabilité. Donc on se rend compte que au-dessus de 50 NTU, eh bien, il existe une plutôt bonne corrélation entre les 2 indices, entre la turbidité et la filtrabilité. Par contre, en dessous, il y a des choses un petit peu plus variables. C'est ce que représente le zoom en fait sur ce deuxième graphique, avec éventuellement, donc, vous voyez des lots où vous avez une turbidité qui est relativement modérée, mais un colmatage qui est fort, puisque le coefficient de colmatage est élevé. Et vous avez à l'inverse des lots où vous avez une turbidité élevée, mais un colmatage qui est faible. Voilà, donc ça c'est un des résultats les plus importants. Je vais revenir dessus par contre. Ce qui va impliquer en pratique ce résultat, c'est plusieurs choses. C'est que déjà, pour suivre la clarification d'un vin, quand la turbidité de celui-ci est au-dessus de 50 NTU, on peut suivre seulement la turbidité. Par contre, en dessous de 50 NTU, il va être impossible de prévoir le comportement de clarification uniquement avec la turbidité. Et donc là, il va falloir également suivre la filtrabilité. Donc ça, c'est les implications pratiques. Ensuite, les 2 diapos suivantes vont apporter des conclusions de manière un tout petit peu plus large sur l'ensemble des suivis qui ont été réalisés sur site, donc c'est-à-dire plus d'une trentaine de lots sur plusieurs années. Donc tout d'abord, concernant la turbidité, on se rend compte que la chute de turbidité est variable et pas toujours assez rapide par rapport aux objectifs qui sont fixés pour le conditionnement du vin. On se rend compte également qu'en l'absence d'opérations œnologiques, que ce soit des collages, des enzymages ou un passage au froid, elle peut rester supérieure à 50 NTU. Et également que la clarification naturelle et la diminution de turbidité associée
peut se trouver être incompatible avec des impératifs de mise en bouteille, que ce soit en termes de durée ou en termes de niveau atteint. Voilà, donc les conclusions après en ce qui concerne la filtrabilité. Donc on se rend compte que la mesure du coefficient de colmatage, elle sera utile uniquement en dessous de 50 NTU, puisque c'est en dessous de cette limite que l'on observe, plus de corrélation entre turbidité et filtrabilité. Par contre, avant, la turbidité peut suffire, car ce sont les particules qui influencent majoritairement le comportement de clarification. Ensuite, la mesure du coefficient de colmatage est indispensable pour bien ajuster les opérations œnologiques. Et cela va permettre de mieux choisir les techniques de clarification grâce à la grille des CFLA, donc du coefficient de filtration, la Motabi, donc qui est associée en fait à la mesure du coefficient de colmatage. Et on peut également prendre en compte l'indice œnologique de filtration qui a été inventé et créé par Hervé Roma et qui va apporter une indication assez intéressante sur l'influence de l'une ou l'autre des fractions, donc que ce soit la fraction particulière ou colloïdale. Donc ça va permettre d'apporter une indication derrière sur les pratiques qui peuvent être utilisées suite à la mesure de cet indice œnologique de filtration. Alors une autre partie de l'étude a consisté en des essais ponctuels, comme je vous le disais précédemment. Un de ceux-ci a permis de tester l'influence de certaines pratiques œnologiques, comme le traitement au froid, les collages avec des gélatines, des extraits de levure ou de l'albumine d'œuf, les enzymages avec des enzymes pectolytiques ou des bêta-glucanases. Donc c'est des essais qui ont été faits sur des vins différents, soit issus de vinification traditionnelle ou de thermovinification, et éventuellement soit thermovinif pur ou en assemblage. Et donc sur des vins qui ont été élevés soit en cuve ou éventuellement en barrique. Donc il se trouve que les résultats montrent des conséquences assez variables en fonction des vins. Et donc du coup, il va y avoir des références, des références sur ce sujet sont encore nécessaires si on souhaite ensuite utiliser ces essais pour des préconisations, notamment grâce à l'outil d'aide à la décision. En ce qui concerne les essais qui ont été réalisés sur les filtrations, donc on a suivi de nombreuses filtrations en conditions réelles avec des filtres classiques utilisés sur site et également sur des équipements plus récents, voire innovants. Et ensuite, nous avons également mené un banc d'essai de plaques de filtration en partant du constat qu'il existe de nombreuses références sur le marché, mais que les travaux qui concernent les équivalences entre ces références commerciales datent d'il y a plusieurs années et qu'il paraît nécessaire de les mettre à jour. Donc c'est ce que représente en fait ce graphique, enfin ce tableau. Donc assez rapidement, pour vous brosser l'essai, il a consisté à tester 7 références commerciales de plaques pour 4 gammes de porosité annoncées sur 2 vins différents, un blanc, un rouge. Donc techniquement, qu'est-ce qu'on a mesuré? On a mesuré le débit, la turbidité finale et le coefficient de colmatage final. Et on a également réalisé une analyse sensorielle sur les vins après la filtration. Donc les vins ont été dégustés. En conclusion, assez rapidement, on remarque qu'au sein d'une même gamme, donc ici c'est la gamme des plaques clarifiantes, donc là sur un vin rouge, eh bien, il y a des plaques qui sont commercialisées pour être équivalentes alors qu'elles ne le sont pas. Donc l'idée c'est que suite à cette étude, en fonction des types de vins, on va pouvoir affiner les choix de plaques et notamment par rapport à leur efficacité. À savoir, est-ce qu'elles ont plus une efficacité sur la fraction colloïdale des vins ou sur la fraction particulière. Voilà, donc si vous souhaitez plus de détails sur cet essai en particulier, je vous invite à aller voir les actes du colloque sur le site de Vinopôle Bordeaux-Aquitaine. Donc je vais maintenant laisser la place et la parole à mon collègue Jean-Christophe Crachereau qui va vous faire une petite mise en application. À partir de tous ces résultats, vous voyez qu'ils sont intéressants et qui montrent des phénomènes qui ne sont pas surprenants mais qui sont précisés. Nous avons cherché à créer un outil qui permette une application pratique sur le terrain par les viticulteurs, par les vinificateurs, donc par la création d'un outil d'aide à la décision. L'idée, c'est de se poser la question de la préparation des vins, non pas dans les dernières semaines qui précèdent la mise en bouteille, mais pendant tout l'élevage. Donc l'élevage va avoir pour but d'affiner le vin, de le faire évoluer au niveau sensoriel, mais également d'obtenir la limpidité. Donc pour cela, pour optimiser les différentes techniques, l'outil, dont voici un exemple. Alors l'outil, je vous le précise tout de suite, n'est pas encore finalisé.
mais il existe au niveau informatique et c'est un prototype que je vous présente pour le moment qui n'est pas encore disponible en ligne. Donc l'idée sur les différents lots, c'est de signaler quelle vinification, quel grand type de vinification est réalisé. Il y a quelques informations. Et les deux éléments importants, c'est la date de fin de fermentation malolactique, puisque c'est à partir de ce moment-là que l'élevage va commencer, et la date de mise en bouteille. Donc c'est un outil, nous allons le voir, qui va suivre les phénomènes, mais qui est aussi un outil de planification des opérations et de raisonnement dans le temps. Et le dernier critère, qui est très très important, ce sont les exigences prévues. Donc ici, dans cet exemple est présenté un vin stable sans troubles microbiologiques. On va voir dans les graphiques suivants qu'on a testé aussi pour un vin où on cherche une mise pauvre en germes, donc avec des exigences assez importantes. Alors c'est important puisque la préparation du vin va viser à ce que le vin subisse la dernière filtration juste avant la tireuse, sans dommage, sans colmatage. Alors ici nous avons un graphique avec en abscisse le temps, depuis la date de fin de fermentation malolactique, et le trait rouge que vous voyez à droite, le trait le plus épais, c'est la date prévue de mise en bouteille. Le trait en pointillé avant, c'est un délai qui paraît raisonnable pour des traitements de finition avant la mise en bouteille. Ici nous avions choisi 1 mois. Alors le premier point de mesure, c'est pas juste après la fin de fermentation malolactique, parce qu'on a énormément de particules grossières qui vont tomber rapidement et de manière, je dirais, sans conséquence avec la suite. On attend 1 mois pour faire le premier point valable. Et comme l'a présenté Maud, on ne va suivre que la turbidité, puisque pour les valeurs très importantes de turbidité, ce sont ces particules qui vont avoir le plus gros impact sur les phénomènes de colmatage. Donc 1 mois plus tard, nous faisons un deuxième point. Et nous avons donc une vitesse de chute de la turbidité. Alors on ne mesure que la turbidité, mais par contre les colloïdes sont quand même déjà là. Et les différences de vitesse de chute vont être aussi une signature de la présence de ces colloïdes en plus ou moins grande quantité par l'action de freinage des particules. Donc ici, a priori, sur ce vin-là, nous chutons rapidement. Et nous sommes dans une situation qui paraît très confortable avant la date prévue de mise en bouteille. Par sécurité, et comme les phénomènes ne sont quand même pas toujours tout à fait linéaires, nous allons faire un point à mi-chemin. Ah, j'oubliais par rapport aux vitesses dont je vous parlais, aussi le système permet de voir si cette vitesse de chute par rapport au type de vin qui a été renseigné, est-ce que c'est un vin de thermovinification, un vin de vinification classique, on a une vitesse de chute qui est rapide ou particulièrement lente, donc avec une interprétation sous forme de faisceau, pour savoir si on se trouve dans un cas plus problématique ou au contraire favorable. Donc en faisant un point intermédiaire, on se rend compte que le phénomène est plus lent que ce que nous avions pensé au départ, mais il nous reste encore du délai pour réagir, et que l'atteinte du seuil de 50 NTU qui permet les traitements de clarification, je dirais de finition, ne pourra pas être atteinte dans un délai suffisamment court. Donc le système propose un traitement spécifique, donc, qui a décidé avec l'œnologue. Le système n'a pas pour but dans un premier temps de préconiser des solutions. Quand nous aurons suffisamment de références sur les différents vins, nous pourrons proposer des grands types de solutions, mais bien évidemment la décision précise du traitement sera à voir avec l'œnologue, puisque nous serons aussi en interaction avec les objectifs sensoriels. Donc ici on a réalisé un collage avec une gélatine, et on se retrouve à une valeur de 45 NTU. Donc après collage, qui permet donc d'envisager des traitements de finition. Donc comme Maud vous l'a présenté, en dessous de 50 NTU, pour prévoir les phénomènes de filtrabilité, la turbidité ne suffit plus. Donc on va passer sous une autre type de présentation. Vous avez toujours le même point ici qui est représenté. Mais cette fois-ci, on ne regarde plus en échelle le temps, ni sur les abscisses, ni sur les ordonnées. On va regarder les deux éléments, turbidité et le coefficient de colmatage, donc qui nous donnera une idée de la filtrabilité.
avec l'échelle de turbidité qui est inversée, hein, les turbidités les plus faibles étant vers la droite. Et ici, ce que j'ai matérialisé en vert foncé au bout, c'est la zone d'objectif à atteindre quand on veut une clarification pauvre en germe. Donc techniquement, si on veut passer sur une membrane à 0,65 microns, eh bien, il faut arriver à ce petit niveau de turbidité, une turbidité maximale de 3 NTU et un coefficient de colmatage également faible, inférieur à 10. Donc là, on n'est plus sur des phénomènes, je dirais, de clarification naturelle. Un élément important, c'est l'indice œnologique de filtration. Vous voyez ici qu'il représente le rapport des deux, entre turbidité et coefficient de colmatage. Et on voit très bien sur ce graphique si on a une influence majoritaire des particules ou des colloïdes dans les phénomènes de colmatage. Et ici, on est dans un cas où les particules sont très fortement majoritaires et on a peu présence de colloïdes. Donc c'est la turbidité qui va être, dans ce cas-là, le critère important. Donc ici, nous avons réalisé en fait une filtration sur plaque. On aurait pu aussi utiliser une filtration sur terre, hein, surtout que c'est surtout la partie particulaire qui est à éliminer. Et nous arrivons directement à la zone de l'objectif. Donc le vin pourra passer. Techniquement, il est conforme pour pouvoir subir sa filtration de type stérilisante ou pauvre en germes. Donc cet outil Optimise est opérationnel, mais il nous manque encore une validation de terrain pour le vérifier sur différents cas réels en application. Et également, des références sont encore nécessaires pour pouvoir préconiser des grands types de choix qui seront pertinents pour adapter le choix des techniques clarifiantes au type de vin. Et un élément important sur ces aspects de planification et de positionnement des opérations, c'est que vous l'avez vu, on a une certaine liberté dans ce positionnement, notamment au niveau du temps, et on peut visualiser la marge de manœuvre que l'on a. Et je rêve d'un couplage de cette approche avec l'approche breathless notamment, où nous avons vu que les opérations de clarification peuvent aussi être des moyens d'éliminer les micro-organismes indésirables. Et donc, en visualisant les possibilités que l'on peut avoir, eh bien, on peut aussi utiliser d'un même temps et avec la même technique à la fois l'obtention de la clarification et l'élimination de micro-organismes dans les périodes qui représentent les risques les plus importants. Je vous remercie de votre attention.